Alors ensuite, troubles dans la magistrature et dans la société, ce sera mon deuxième temps, où là, vous avez un certain nombre de magistrats qui sont représentés comme des personnages particulièrement inquiétants, et cette menace que peut représenter notamment donc les parquetiers se retrouve aussi dans un certain nombre de prières. Par exemple, dans le Limousin, en 1930, on pouvait prier « Seigneur de la justice et des magistrats, délivrez-nous ». Voilà, donc ça a été rapporté. Et dans les histoires que l'on racontait donc aux enfants, eh bien, on se dit, il y avait le personnage de Croque-Mitaine pour susciter l'obéissance des enfants qui étaient pas sages, et on glisse du Croque-Mitaine à ce moment-là un certain nombre de magistrats considérés comme plus redoutables. Justice aveugle. Alors, justice aveugle, ça, c'est une critique qui est récurrente à partir des années 1880. C'est tout d'abord, s'il y a deux justices, c'est le fait que la justice est au service, tout simplement, des possédants. C'est une justice de classe. Et ça, c'est une thématique qui est assez fréquente à la fin du 19e siècle, qui s'édulcore par la suite, mais qui ressurgit donc périodiquement. Mais il y a encore davantage aussi, on considère que finalement les magistrats recherchent les honneurs et qu'ils sont prêts d'une certaine manière à sacrifier donc une partie de leur démarche pour obtenir, si je peux dire, une promotion et accéder à ce moment-là à des juridictions plus prestigieuses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très en vogue dans les années 30, au cours de la période de l'entre-deux-guerres. Voilà. Alors je continue. Alors, autre aspect maintenant, voilà, là c'est Josso, donc dessinateur voilà, absolument donc extraordinaire. C'est l'époque où il entourait encore ses dessins d'un gros trait épais. Et là c'est le thème de la vérité. Et donc les dessinateurs s'en sont saisis. Et pour eux, eh bien, finalement, donc, la justice et les magistrats ne recherchent pas la vérité, même si parfois ils donnent l'impression d'attendre que la vérité toute nue sorte du puits. La preuve, voilà, si jamais la vérité sort, eh bien, voilà, on monte une embuscade et on est prêt à décharger à ce moment-là plusieurs coups de revolver sur la vérité pour qu'elle redescende au fond du puits. Donc, vous voyez que c'est quand même assez donc virulent et très peu de magistrats trouvent grâce. Alors, ici, toujours dans cette recherche de la vérité, donc là, dessin un petit peu plus appuyé, publié dans le Canard enchaîné, c'est au moment de l'affaire Ben Barka. Et donc simplement, on voit que pour les dossiers, c'est pas évidemment comme l'ancien régime, mais là on a des sortes de tonneaux, et ces tonneaux voilà, sont vides, alors qu'ils devaient en principe accueillir ou contenir l'ensemble des pièces pour rendre la justice. Et donc l'autre vignette, c'est une fable, évidemment, dont vous la connaissez, sur le fait que les magistrats peuvent être comme des singes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aveugles, ils peuvent être sourds, ils peuvent être muets. Alors celui-ci, évidemment, la particularité de cumuler, si je puis dire, ces trois travers, et de la sorte, eh bien, il a une auréole. Voilà, c'est donc le modèle, le magistrat, donc parfait. Donc vous voyez, la critique est quand même très, très dure, très incisive quand même autour du magistrat. Alors cette critique de la vérité glisse vers la question de l'erreur judiciaire. Et au XIXe siècle, on n'est plus dans la même situation aujourd'hui au XXIe siècle, mais au XIXe siècle, il ne faut pas oublier que les républicains, notamment dans le manuel du Petit Républicain à la veille de la Troisième République, les républicains consacraient un chapitre entier dans les programmes électoraux à l'erreur judiciaire. Alors, évidemment, là, c'est assez facile au niveau du dessin, voilà, coupable ou pas coupable, bon, évidemment. Mais une fois qu'on a tranché la tête aux malheureux, évidemment, bon, on ne peut pas revenir en arrière. Mais il y a davantage. C'est qu'un certain nombre donc, de magistrats, donc là vous connaissez peut-être, c'est l'affaire Thérèse Imbert, c'est le plus grand scandale escroquerie finalement donc, du 19e siècle. Et dans le cadre de la parité, c'est tout à fait intéressant parce que le plus grand escroc de cette époque, c'est une femme. Voilà, on l'oublie trop souvent, donc elle a même, si je peux dire, surclassé donc, les hommes, voilà, pendant 20 ans, invitant à des dîners le garde des Sceaux, tel président de cour d'appel, etc. Bien. Et donc là, évidemment, on voudrait que Thérèse Imbert ne dise pas tout à l'audience, et donc à ce moment-là, on lui promet, évidemment, donc, eh bien, un commerce, si jamais, donc, elle fait preuve, si je peux dire, de pondération dans ses déclarations. Cette erreur judiciaire se retrouve aussi dans une autre affaire que vous connaissez peut-être, c'est l'affaire Vaux et Petit, et pour la première fois, la Cour de cassation, la Chambre criminelle, a évoqué la notion de crime judiciaire. C'est la première fois que ça apparaît dans les annales, et la Cour de cassation tranche cette affaire à peu près en même temps qu'elle prend position sur l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Vaux et Petit, c'est une affaire qui se déroule en 1848, dans la région de Bourgogne. C'est un instituteur, et puis donc un personnage qui est
est son ami, et tous les deux sont accusés à tort d'être des incendiaires. Donc ils vont être envoyés au bagne et vous savez qu'à ce moment-là, c'est la déportation. Le bagne étant surnommé la guillotine sèche, l'espérance de vie tend à peu près de 5 années. Donc les deux malheureux vont passer de vie à trépas donc, au bagne. Ils seront réhabilités plus tardivement en 1893 par la Cour de cassation. Et à ce moment-là, pourquoi parle-t-on de crime judiciaire? Parce que des magistrats dijonnais, alors je ne ferai pas de délation, je ne citerai pas de nom, mais des magistrats dijonnais ont détruit sciemment des preuves. Tout simplement pour que l'affaire en reste là. Alors certes, on change de régime, on passe de la République au Second Empire, mais malgré tout, dans les annales de la justice, c'est une affaire retentissante, destruction donc volontaire de preuves pour qu'on ne puisse pas instruire à nouveau ou ouvrir le dossier. Donc là, évidemment, les caricaturistes sont tout à fait au fait, vous le voyez, de cette histoire judiciaire et donc mettent ça évidemment donc, en dessin ou en illustration.